ma vie, c'est une nécessité. En fait, si nous n'avons pas une vision dans notre vie, c'est compliqué. Donc, nous allons partir par les étapes pour un peu partager dans ce thème. Et en ce moment, je vais être un peu plus bref. Je voudrais qu'au plus tard, dans les 35 à 40, nous terminons notre temps d'échange. Je voudrais normalement solliciter 30 minutes de votre attention. Comment un homme peut discerner la vision de Dieu pour lui et sa famille, pour pouvoir la transmettre aux autres? L'importance d'une vision dans sa vie. Comment un homme peut discerner, c'est-à-dire comment un homme peut comprendre la vision de Dieu pour lui? Et très souvent, quand Dieu nous donne une vision, ce n'est pas qu'elle soit seulement pour nous, mais il y a les autres autour de la vision. Et souvent, j'ai une règle que j'utilise, je dis, soyons des fleuves et non des lacs. Un lac est pour une communauté bien donnée. Un lac a une vie aussi déterminée. Un lac n'est pas la propriété de tout le monde. Et un lac est réduit en ses biens. Or, le fleuve est un patrimoine. Un patrimoine d'une nation ou de plusieurs nations. Un fleuve est en bénédiction à plusieurs. Et son temps n'est pas limité. Je veux dire par là, si nous ouvrons notre main au-delà de ce que nous avons, c'est-à-dire nos biens, nos richesses, les richesses là, je voudrais avancer en disant même nos connaissances. Si nous les transmettons, nous devenons un fleuve. Mais si nous gardons ce que nous avons seulement pour nous et notre famille, nous sommes un lac. Si nous avons un peu de riz à la maison et que nous pensons que le riz que nous avons ne peut pas être partagé, il est seulement pour moi et ma famille, Dieu ne peut pas bénir assez dans cette maison. Pourquoi? Parce que vous n'êtes une bénédiction que pour votre famille. La plupart des gens ne savent pas que parfois Dieu peut lui appeler pour être une bénédiction pour une nation. Et là, Dieu va le bénir au-delà. Aussi longtemps qu'il ne comprend pas qu'il doit ouvrir sa main, donner au-delà de sa maison, Dieu ne peut pas le bénir. La bénédiction ici, je vais la parler dans le cadre des biens terrestres, dans le cadre même de la santé. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, la plupart des personnes qui exercent les emplois sociaux vieillissent. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. La plupart des personnes qui exercent les emplois, qui sont au service des autres, vieillissent. Enseignants, infirmiers. Vous allez voir, et il y a bien d'autres. Et vous allez voir que ces personnes-là, menuisiers, s'ils sont honnêtes et qu'ils aiment leur travail, souvent ils vieillissent. Ils arrivent à la vieillesse. Parce qu'ils servent son prochain. Vous allez voir que les vieux tailleurs n'ont même pas les mêmes défis que les jeunes tailleurs. Mais il a vieilli et il fait son travail. J'étais moi aussi un peu choqué. Je suis allé pour faire coudre les vêtements au Bénin. On m'a amené chez un styliste. Le monsieur, il avait son atelier comme à demi vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de vêtements dedans. Et puis celui qui m'a amené lui a dit, bon, je t'ai amené quelqu'un, il vient du Gabon, il veut faire un beau vêtement, il veut bien faire le vêtement. C'est un monsieur âgé. Et puis il m'a regardé, il a dit, tu veux récupérer ça quand? Je lui ai dit, même dans 3 jours, il a dit, bon, donc je ne suis pas ton nom. Je dis, comment? Il dit, j'ai à peu près 3 tenues que je suis en train de coudre. Tu vas être le 4e. Je te prends parce que c'est quelqu'un qui t'a amené. Sinon, moi, je ne prends pas les tenues tant que je n'ai pas terminé les autres. Je dis, Eh bien, apparemment, son atelier était propre, c'est bien fait. Mais le gars ne prend pas d'autres tenues s'il n'a pas terminé cela et rendu. Il ne prend pas.
Donc, j'ai dû revoir, je lui ai dit, bon, dans une semaine, il m'a dit, bon, je vais prendre dans une semaine, ni moins, ni plus. Je ne vais pas aussi garder ton vêtement ici. Je ne prends pas ton argent. Quand tu viens, tu donnes l'argent, tu prends le vêtement. Il n'a même pas demandé l'avance. J'étais un peu surpris. Oh, je sais que la plupart des jeunes tailleurs, il allait dire, vous payez l'avance. Si tu lui dis même, je donne, tu lui dis oui, donne tout, mais reviens après-demain. Et après-demain, là, tu viens, ça va devenir un problème. N'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est le manque de vision. Et on va comprendre comment est caractérisé le manque de vision et comment est la vision. Alors, une vision, qu'est-ce que la vision produit? Une vision personnelle donne un sens de direction à la vie. C'est-à-dire, tu connais là où tu pars. Donc, avoir une vision te donne un sens, je dis bien, un sens de direction à la vie. Avoir une vision nous donne une discipline à la vie. Tu ne peux pas te permettre certaines choses quand tu sais que ça va te prendre du temps ou quoi. Tu as une certaine discipline que tu t'impliques toi-même. Ça, c'est quand tu as une vision. Je dis, quand tu as une vision, tu connais la direction que tu veux venir. La direction, c'est-à-dire, tu sais où tu pars, où tu as quitté, où tu pars. Ça, c'est quand tu as une vision. Quand tu as une vision, ça donne une discipline. Tu fais les choses organisées. Un matin, quelqu'un ne peut pas venir t'imposer son programme. Moi, je suis assis à la maison. Toi, tu veux aller à Potos. Moi, je n'ai pas fait un programme de Potos. Tu viens, bonjour, oui. Oh, tiens, frère, je suis venu te rendre visite. Je suis en train d'aller à Potos, accompagne-moi. Et puis toi aussi, tu fermes la maison. Te voilà en train d'aller à Potos. Ça, là, c'est parce que tu n'as pas une vision. Tu n'es pas discipliné. Parce que si tu as une vision et tu as une direction, tu connais ce que tu vas faire le lendemain. On est d'accord? Si tu connais ce que tu dois faire le lendemain, c'est que quand tu te réveilles, tu dis Dieu merci de ce que j'ai programmé hier, je pourrai le faire. Dieu vient de m'accorder du temps. Est-ce que vous comprenez? Le temps devient précieux, on ne blague pas avec ça. Et si quelqu'un vient, il est en train de piétiner ici dans ton espace. Si ce n'est pas un temps libre, tu ne peux pas. Mon vieux père, celui qui m'a formé dans la foi, il me disait, avec mon âge, ma mémoire aussi me fait défaut. Et il avait un petit bloc-notes comme ça, le calepin américain là. Il n'y avait pas de dates, c'est un bloc-notes, il y avait juste des pages. Et à chaque fois que tu viens, à la fin, il y a les dates à la fin là. Un petit calendrier qui se piquait. Et puis, quand tu lui disais, on veut faire une campagne d'évangélisation le 12. Et on veut que tu sois là. Il dit, ah bon? Oh, attends. Il ouvre son bloc-notes et il regarde la date du mois. Quand il avait une campagne d'évangélisation, par exemple, le 10 ou le 9, il te disait, non, je ne peux pas être le 12. Parce que déjà, le 9, j'ai une campagne d'évangélisation et je serai fatigué, donc je ne pourrais pas. Parce que parfois, celui qui venait solliciter, il voulait que nous, on quitte Franceville pour aller, par exemple, à Kenya, au Konja, pour projeter le film, ou venir faire de plein air avec nos instruments. Et lui disait, non, j'ai une campagne d'évangélisation à Mwanda qui se termine le 9. Nous ne pouvons pas être le 10 ou le 12 ou même le 11 à Okonja. Quand je vais revenir de Mwanda, je vais me reposer au moins 3 jours. Tu vois mon âge, je ne peux plus. Et donc, parfois c'est nous les jeunes qui étaient avec nous. Non, passe, prends. Dès qu'on quitte là-bas, nous on t'avance. Comme c'est le pote. Il dit, bon, Albert va venir avec l'équipe. Je vais vous suivre peut-être 2 jours après. Et là, il note quand même. Et parfois, nous là, on a déjà même... Hein, on était chaud. On n'y compte pas. Et puis nous voilà aller à Mwanda, on fait la campagne d'évangélisation et tout. Et les gens à Franceville ici, à la grande église, on a un programme. Par exemple, comme nous sommes en fin d'année, il y a le porte-à-porte. Nous, on a déjà donné l'accord à Mwanda, aux autres à Okonja. Donc quand on revient là-bas, notre pasteur local a fait maintenant le programme où nous on doit être, par exemple, à Mamoudou.
Et puis là, on dit, on va comment? Mais le vieux, mais non, non. Il dit, non, mais vous êtes dans le département d'évangélisation. Comment vous avez donné l'accord au contraire? On dit, bon, moi, on va se diviser. Les autres vont rester ici, même deux vont partir. Ouais, nous, on tente maintenant de rattraper le programme. Pourquoi? Mais parce qu'on est les désordonnés. On n'a pas de discipline. Et puis, le vieux pasteur, là, on comme dit, ah, je vous ai dit, parce que c'est la fin d'année, l'espérance montre que chaque église a au moins un programme. Par exemple, nous n'avons pas un programme. Une église sœur, notre église va demander, s'il vous plaît, prêtez-nous d'abord les instruments. Hein? Et puis, je donne l'accord pour prêter les instruments. Et les enfants viennent me voir que non, le 31, nous, on serait ici au soir. C'est bien, il y aura le culte, mais on serait ici le soir pour louer le Seigneur. J'ai déjà donné l'accord des instruments le soir. Là. Ah, le pasteur manque de discipline. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que c'est d'abord ma maison. Ça doit avoir. Et il y a aussi le comité louange qui manque de discipline. Ils ne connaissent pas ce qu'ils veulent faire, ils improvisent. Si eux, ils étaient déjà venus me dire que non, malgré le culte, mais en soirée, nous on veut être ici, ça ne devait pas être un problème. J'allais dire non, 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 nous avons un programme, je ne peux pas vous donner des instruments. Comme là, nous aurons un dimanche de célébration. Je le disais, le 31, c'est un dimanche, nous aurons un seul culte et c'est la célébration. Il y aura l'agapé, on va dresser les tables sur l'avocatier, on va manger. Il y aura peut-être la tente dehors, et puis on va mettre plus de chaises, on prendra les chaises, on va ajouter et on va louer plus le Seigneur. Ce ne serait pas les prédications, mais les temps de louange. Les temps de louange à la célébration de notre Seigneur. Amen, amen. Voilà. Donc, également, quand tu as une vision, ça donne un dynamisme. Hein? Ça dynamise la vie. C'est-à-dire, c'est comme si tu as du carburant. Hein? Tu as de l'énergie, tu es dynamique. Parce que tu as une vision. Quand tu sais que je m'en vais à Ongali, ma destination c'est Ongali. Je n'ai pas l'argent du taxi. Mais je suis par exemple à la Corniche. Et que c'est urgent. Je vais mettre des fonds. Tu vas commencer à regarder. Tu dis, si je vais arriver vite à Ongali, est-ce que je passe par Potos? Si je suis à la Corniche, c'est mieux que je passe par où? Par Saint-Hilaire. Je prends le raccourci de Saint-Hilaire et je vais sortir direct à Ongali. Ok? Ceux qui vont te voir aller par Saint-Hilaire, prendre le raccourci, vont se moquer. Mais tu passes dans ces pistes parce que tu vas sortir à Ongali. On est d'accord? Mais si tu dis non, je vais à Ongali, je vais aller à Potos là, peut-être je vais trouver un frère. Le frère là va me payer le taxi, je vais aller à Ongali. Tu peux aussi ne pas le trouver, on est d'accord? Et quand tu es ici pour arriver à Ongali, c'est plus difficile que quand tu es à Saint-Hilaire. Quand tu viens de la Corniche. Donc si tu viens par ici, tu vas arriver à Ongali, mais tu aurais perdu du temps. Et si tu n'as pas de l'ordre dans ta vie, tu vas trouver quelqu'un pour toi qui peut te dire, oh, mais assure-toi, je venais là pour manger au restaurant, viens mange d'abord avant que tu parles. Ce qu'il te propose n'est pas mauvais, n'est-ce pas? C'est manger. Et là, le gars africain, si le serpent ne se balade pas, il ne peut pas attraper la grenouille. Donc tu dis, ah, ça. Mais en attendant, tu as une mission à Ongali, mais voilà, tu t'arrêtes à Potos d'abord pour manger. Ça manque de dynamique. La discipline n'est pas. Parce qu'il n'y a pas une vision. Il n'y a pas de vision. Quand il y a une vision, ça donne un esprit d'unité et de compréhension dans la vie. Si tu es avec une équipe, même si tu es avec ta femme, quand il y a une vision claire de là où vous voulez aller, même dans la vie du couple, vous allez vous comprendre et vous allez être unis. La plupart des séparations de couples, c'est parce que monsieur a une vision, madame a une vision. Et quand vous deux, vous avez deux visions, où il y a même l'autre qui est là, il n'a pas de vision. Vous savez, la femme a horreur d'un mari qui ne connaît pas là où il va amener le foyer. Le matin, elle ne sait même pas si on va manger. Mais tu travailles. Dans la journée même, tu sors de la maison, elle ne connaît même pas là où tu es parti. Ta femme. Ou alors, le mari ne sait pas là où la femme est partie. Je parie que c'est un foyer qui ne va pas durer.
Nous avons rendu visite un jour à un de nos responsables de l'église et on a trouvé sa femme à la maison. Il dit, bah, maman, nous sommes venus là pour voir papa parce que... Il dit, ah, papa est sorti depuis le matin, il ne sait pas là où il allait. Hein. Nous étions jeunes, c'était notre responsable du département d'évangélisation. Et nous sommes des évangélistes, on était tous chauds, on venait nous voir parce qu'on avait fait un programme de campagne d'évangélisation que lui, il avait déjà signé. Mais depuis là, il ne donne pas l'accord pour partir. Donc, ce jour-là, on a débarqué pour dire on va aller le voir à la maison. Si on attend jusqu'à dimanche à l'église, non. Oh, le samedi va passer, donc il faut qu'on va le voir. Et il habitait où? C'était la CNSS, donc la caisse de Yéné. Nous sommes partis, certains pour Potos, d'autres pour Maboukou, d'autres pour Wendje. Et nous nous sommes retrouvés à Sogafrique. Et là, on a pris les tactiques pour se retrouver là où il y a déjà le Sekado actuel. Pour partir maintenant à sa maison. Et on ne maîtrisait même pas bien, parce que la cité est grande, si c'était devant. Donc on a dû se renseigner. Et on nous a dit non, c'est la cité qui est juste là, vers le château, vers le centre qu'on traite le courant. La centrale de Poubara. Et donc on allait à l'intérieur chercher. On arrive, madame est là. Bonjour, bonjour, ouais, maman, comment doit ça va? Oh, mes enfants, vous êtes arrivés très tôt, oui. On était aux alentours de 7h30, 8h. Parce qu'on s'est dit, non, là, le vieux est encore à la maison. On arrive là, maman nous dit, ah, il est sorti très tôt. Maman, il est allé où? Je ne sais pas là où votre père est parti. Hein. Il est seulement sorti là, il est parti. Mais nous tous, quand on est sortis là, l'ancien là, il nous blâme et tout, il sort de la maison. Il ne dit même pas à la femme où il est parti. Vous voyez un peu le souvenir que l'on a gardé. Si la femme a caché là où il allait, mais en réalité, pour nous, mais il ne peut pas sortir sans dire à sa femme là où il allait. Et nous, on a trouvé qu'il n'était pas... Et je vous dis, certaines personnes n'acceptaient même plus ce qu'il leur disait au culte. Et l'année qui suit, on a dû le descendre de la responsabilité. C'est-à-dire, on nous est arrivé, on a dit, on veut un autre responsable. Ça a créé même des problèmes au conseil. Mais mes frères qui étaient là au département de l'évangélisation ont demandé que nous, on veut un autre leader. Non seulement il n'était pas disponible avec nous, mais c'était resté dans nos têtes que lui, il n'est jamais avec sa femme. Et c'est vrai, on ne faisait pas seulement attention. Quand sa femme venait au culte, elle venait toujours seule. Or, le monsieur est véhiculé. Mais la femme paie le taxi, descend et vient là à Mabou. Dès qu'on le voit, oh, il vient, il garde. Il est tout chaud avec ses Bibles. Bon. Mais si vous avez une vision, vous vous comprenez et vous êtes unis. Si vous avez une vision, votre communication est claire. Donc vous avez une communication claire. Vous pouvez dire à la personne qu'est-ce que vous voulez faire, où et quand. Votre communication est claire. Vous n'êtes pas confus. La vision donc donne une communication claire. Et vous avez également des repères de la vie. Que ce soit votre vie familiale, votre ministère, pour ceux qui sont à l'école, vos études, vous êtes clair, vous êtes cohérent. La vision vous rend cohérent. Cohérent. Or, quand nous manquons la vision, quand nous n'avons pas la vision, nous regardons devant, mais nous ne voyons rien. On n'a pas la bonne vue. On est dans l'incertitude. Le manque de vision nous met dans l'insécurité. Le manque de vision rend notre communication floue. Nous ne sommes pas cohérents. Le manque de vision permet à ce que nous soyons manipulés. En un mot, nous sommes manipulables. Comment? Quelqu'un peut venir, il te suggère un projet et toi tu te dis oui, oh, mais ça c'est bon. Mais je pense que si l'Église travaille dans ce sens,
Oui, mais parce que tu n'as pas une vision. Tu vas amener les gens où et comment. Si la chose qui vient est dans le domaine de la vision où tu peux l'inclure, c'est-à-dire tu acceptes ça. Mais elle ne peut pas venir de l'extérieur pour... Non, non. Et elle devient maintenant comme le centre du travail. Non, non, non. Tu n'es pas cohérent. Tu n'es pas cohérent. Tu n'es pas clair. Tu n'es pas précis. Tu n'es pas dynamique. Tu manques du zèle. Tu n'es pas chaud. Quand il y a des chantres qui se posent la question s'il faut aller à la réunion de chantre ou pas, qui se demandent, il ne faut pas faire tout le bricole. Travailler avec ceux qui viennent, c'est parce qu'ils ne savent pas. Est-ce qu'elles sont chantes ou elles ne sont pas chantes? Puisqu'ils ne voient pas. Ils ne se sont pas projetés dans 2 ans, dans 10 ans. Ils seront chantes. Alors cela, il faut les mettre en côté, ils se cherchent encore. Le manque de vision nous permet de se chercher. Tu deviens un chercheur. Voilà. Je ne dis pas que tu es un chercheur du Gabon. Mais je dis que tu deviens un chercheur parce que tu ne te connais pas. Le manque de vision nous rend dangereux pour nous-mêmes et pour ceux qui sont autour de nous. Parce que la Bible dit, 2 aveugles ne peuvent pas se conduire. Ils tomberont dans une fosse. Donc, quand tu as un manque de vision, tu es aveugle. Et quand tu es aveugle et que tu veux conduire les autres, vous allez tomber dans un trou. Manque de vision, c'est l'obscurité. C'est ce que les autres disent, visibilité nulle. Le plafond est bas. Le manque de vision est comme un repas sans sel. Votre vie n'a pas de goût quand vous n'avez pas de vision. Même vivre devient un fardeau. Vous savez que vivre peut devenir un fardeau. C'est pourquoi vous voyez les gens se suicident. Il est là, il ne sait plus à quoi serait fait demain. C'est qu'il ne vit plus, il ne regarde pas, il n'aperçoit plus demain. Alors il dit, je m'arrête ici, je me suicide. Quand tu as le rêve, la vision c'est ça, c'est le rêve. Quand dans ta tête, quel que soit ton âge, tu arrives à rêver, tu as des projets, tu ne vas pas gaspiller ta vie. Chaque jour va être précieux. Si tu crois que même à la dernière heure de ma vie, je peux inventer quelque chose qui peut servir aux générations après. C'est pourquoi, si vous prenez un vieux blanc, vous prenez un vieux africain, vous les laissez ensemble, le vieux africain, il raisonne en disant, je mange ce que j'ai, bientôt je vais mourir. Mais le vieux blanc, il dit, je veux faire quelque chose pour que même les générations après moi bénéficient. Voilà le langage. C'est pourquoi j'ai le courage de vous le dire. Si vous prenez un maire de la ville africaine, un maire de la ville noire et un maire blanc du même âge, le centre d'intérêt de la ville qu'ils vont diriger, même si vous les laissez dans la même ville, ne serait pas pareil. Un serait concentré sur lui-même et l'autre serait concentré sur les intérêts de tous. Eh bien, c'est le blanc, malheureusement. Parce que la chose d'autrui, le blanc connaît. Ça a été cultivé dans sa conscience. Mais c'est la vision. Si je veux me projeter pour mon développement à moi, je regarde mon salaire. Et même là encore, est-ce que mon salaire me permet de me développer? Si oui, alors dans ce cas-là, je travaille pour que mon salaire me développe. J'étais en train de suivre une émission. Et dans cette émission, le monsieur qui développait a dit ceci. Et ça, je lui ai donné raison. Il dit, si tu veux devenir un grand homme d'affaires, n'investis pas dans l'immobilier. Parce que si tu construis une maison de 10 millions et que tu la mets en location, tu la fais louer par exemple à 100 000 parce qu'elle n'est pas aussi très grande. C'est en combien d'années tu vas récupérer les 10 millions?
Et tu as quel âge au moment où tu es en train de la faire? Hein? En 8 ans. Tu récupères. La 9e année, tu peux commencer à avoir ton bénéfice. Maintenant, prenons un cas simple. Et j'avais apprécié son exemple. Prenons la tomate, prenons le pastèque. On va prendre le pastèque. Tu choisis un endroit, un champ. Chez nous ici, on nous donne souvent les terrains. Tu demandes à quelqu'un, il te donne un terrain. On est d'accord? Ok. Sur le terrain là, tu débrousses une partie d'1 hectare. Tu plantes les tomates et les pastèques. Ok. On va aller doucement. Sur un seul pied, on va d'abord prendre les pastèques. Sur un seul pied, il peut vous donner combien de fruits? Non, si je suis en train de me projeter, je suis en train de vouloir vous faire amener à ce que quand vous voyez quelqu'un remuer la terre, planter, c'est que le gars, il n'est plus là au champ. Il n'est plus au niveau du champ. Il est à la vente. Il voit l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça la vision. Quand lui, il cultive, si lui te donne 6, ok, on a 1 hectare. Si un seul pied te donne 6, et que un te donne 6 fruits, et qu'un seul fruit te donne 1 kilo, nous savons qu'à Franceville, la pastèque est vendue par kilo. Le kilo est à 1000 francs. Prenons comme ça. Ok. Si sur 1 hectare, tu as, on va dire, 10 000 fruits, à raison de 1000 francs, c'est en 6 mois que tu vas manger ça. Combien ça donne? Vous pouvez ouvrir vos calculatrices pour calculer. Faites 1000 francs par 10 000. C'est ça, non? Ça fait combien? Non. 1000 francs fois 10 000. C'est combien? Hein? 10 millions en 6 mois. Je ne sais pas si on se comprend. Et sur la même terre, tu peux le cultiver 2 fois parce que c'est en 6 mois, 6 mois. Là, tu ne comptes pas le zèle, tu ne comptes pas les tomates, tu es seulement sur le pastèque que tu as fait les pieds. Sur 1 hectare. Donc, en une année, tu as combien de millions? Non. Tu as 10 en 6 mois. Tu fais ça fois 2. Hein? Tu as 20 millions, non? Ok. Est-ce que tes maisons t'ont donné 20 millions? Donc, vous comprenez, et le repas, ça se paye. Je dis ici, les gars vous vendent la tranche de pastèque à 500, ils vendent le kilo à 1000 francs. Donc, ça veut dire que si tu as produit les pastèques, et ils viendront les prendre même dans ton champ. On est d'accord? Mais pourtant, vous n'avez pas vu assez d'argent là-dedans. On va aller calculer la tomate. Si un seul pied va donner 2 fois, sans que tu enlèves, ça veut dire que tu enlèves les premiers fruits, il donne les autres fruits. Il te donne 2 fois. Et on va les prendre en 6 mois pour les mêmes fruits. Un seul pied va te donner, on va prendre 2 kilos. Un pied te donne 2 kilos. Et tu vends 1 kilo à 1000 francs. Donc tu as 2000 le kilo. Si tu calcules ça fois le même chiffre, tu as fois 2. Donc au lieu de 20 millions, tu auras 40. Tu saisis? C'est la tomate. Elle est plus que le pastèque. Elle est beaucoup. Mais pourtant, vous n'êtes pas en train de voir ça. Non, vous n'êtes pas en train de voir ça. Mais c'est la vision. C'est-à-dire qu'il faut que tu te projettes. Tu t'assois. Tu fais les calculs comme on est en train de faire. Tu rêves. Et quand tu es un bon matin, tu décides de poser la question à ton père, à ta mère. Est-ce que ici, à Franceville, il n'y a pas une zone où tu faisais les vieux champs? Il te dit ici. Est-ce que c'est proche de la voiture? Il te dit oui. Tu dis je m'en vais planter là-bas. Montre-moi. Quand le matin, on ne te voit plus dans la ville, tu n'es plus avec les autres en train de raconter. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le sacrifice. Tu aimerais être avec les autres en train de raconter tout.
pour qu'on t'apprécie sur la route. Tu es en train d'aller en forêt. Et tu débrousses. Tu débrousses. Tu appelles quelqu'un. Limite-moi ça. Est-ce que je t'ai arrivé à 1 hectare? Non. Tu débrousses. Tu demandes quelqu'un, l'hectare c'est combien? Oh, l'hectare c'est tel mètre sur tel mètre. Tu dis, bon, mesure-moi ça, a été mesure. Tu débrousses jusqu'à ce que tu atteins 1 hectare. Tu ne connais pas, tu demandes à quelqu'un la tomate là. On sépare ça de l'autre fourmi à combien? Il y a les gens qui vont te donner ça gratuitement. Parce que lui, il s'en fout. Tu demandes à un agronome la tomate là pour l'espacer pour qu'elle pousse bien, c'est combien? Il va te dire si c'est 30 ou 40 le pied de l'autre. Tu plantes ça. Ça, c'est vend où le sachet à 500 000 francs dans les supermarchés là. On vend ça. Tu viens, tu fais une pépinière, tu vas planter toute la journée et tout le temps tu es là-bas. Les produits pour les traiter, c'est simple. Tu vas trouver qu'il y a des escargots qui vont venir manger. 2, il y a les criquets qui vont vouloir manger. S'il te plaît, ne cherche pas les grands produits. Prends les criquets, écrase les mêmes criquets, tue-le, écrase dans l'eau. Ils deviennent liquides. Mets sur l'appareil et asperge sur les mêmes plantes. Ils ne vont pas manger. Qui d'entre nous va dans une plantation qui trouve qu'on a tué les humains et on a éparpillé leur corps sur les maniocs et tout? Toi, tu restes dans le champ là. Donc, écrase les fous. Je dis bien, prends les criquets là, écrase ça bien dans l'eau. Mets et asperge tout l'eau sur toutes les plantes. Ils ne vont pas manger. Si c'est l'escargot, fais pareil. Dans 6 mois, tu viens voir les commerçantes ici. Tu leur dis, je vous fais 1 kilo de tomates à 1000 francs. 1 kilo. Vous êtes prêts? Est-ce que vous savez que la première chose, c'est que les commerçants vont demander où est ton champ? Quand tu vas leur montrer le champ, ce n'est plus toi qui vas amener les plantes, c'est eux qui seront au champ. Et quand eux vont prendre, ils vont revendre à leur prix, tu as déjà encaissé ton argent. Et donc, si on part pour 20 millions sur la première saison, si tu as fait faillite, c'est-à-dire que tu n'as rien vendu, tu vas sortir par exemple avec 4, 5 millions. Mais tu n'as rien perdu si ce n'est que de ton temps et de ton énergie. Tu te retrouves quand même avec 5 millions. Mais ça, nous ne voyons pas. Nous, on se voit aller seulement faire la queue à l'administration. Nous, on se voit en train d'aller demander à Chocoba de nous recruter. Ou à Enelec. Pendant qu'au Gabon, nous avons la pluie à toute saison. Il y a des jours où tu ne partiras jamais arrosé. Et même parfois, je suis surpris que quand on fait les jardins, dans les zones où les gens avaient planté avant, vous êtes surpris que même le zèle va pousser seul. Il y a les feuilles de manioc qui poussent seul. On a même l'impression qu'il y avait du manioc dans la terre. Vous avez des jeunes boutures de manioc qui sortent de la terre. Comme si c'était fui là depuis. Il y a le dongo en feuille qui sort. Comme si quelqu'un était venu le semer. Pour avoir une bonne vision, il faut sortir de la mêlée. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de vivre comme tout le monde. Il faut à un moment donné accepter de perdre certains amis. À un moment donné, il faut être mal compris et même mal cerné. À un moment donné, il faut quitter la ville pour aller vers le village. À un moment donné, il faut quitter la ville pour la brousse. Comme ce que je viens de dire. Quelqu'un qui s'est déjà projeté, par exemple, pour ses plantes, ça ne lui embêtera pas de vivre en Boumou Yali. J'ai un terrain de 1000 mètres carrés. Ça fait 1 hectare. C'est mon terrain à Boumou Yali. Et il est dans une zone où il y a l'eau à prendre au sol. Qui m'a dit, papa, je vais faire l'agriculture, je manque de place. C'est mon terrain, il est borné, j'ai les papiers. Sur la même partie, je connais des familles qui ont des terrains là.
Vous allez me dire, mais papa Albert, mais est-ce que vous connaissez que la plupart des terres que nos frères burkinabés là, ils cultivent, c'est quelqu'un qui lui dit cultive, là tu gardes le terrain. Lui il cultive, le propriétaire du terrain n'a même pas la connaissance de combien de l'argent qui sort de son terrain. Allez-y, moi j'étais en Afrique de l'Ouest. On loue la terre pour la cultiver, on loue. Parce que la personne qui a de cultiver t'a appauvri la terre. On loue. Tu t'arranges avec la personne, il y a une somme d'argent. C'est ici où on dit non. Bon, vous n'êtes pas que quelqu'un prend le terrain, cultive. Ouais, plante d'abord. Le jour que je serai prêt à construire, je vais venir. Et parfois, c'est un terrain que tu as payé, tu n'as même pas associé tes parents. Tu meurs. C'est celui qui plante là, qui dit maintenant il est propriétaire. C'est pourquoi le manque de vision fait que nous ne sommes pas clairs. On a des maisons à Libreville où les propriétaires ont laissé les gardiens avoir. Ils sont morts sans dire aux parents que c'était leur maison. Et le gardien a gardé. Le Gabon est un beau pays. Hein? J'ai dormi dans une maison en étage, un immeuble, qu'on m'a fait comprendre que c'était pour un grand de la province ici, qui travaillait aux impôts. Puis il est mort, le gardien est resté. Je ne veux pas dire le pays du gardien. Et le gars a attendu, rien. Aucun des parents du monsieur ne vient réclamer parce que le monsieur avait fait ses biens en cachette, sans associer sa femme, ni même un de ses parents. Et il est mort. Je connais l'immeuble. Je connais le monsieur. Il a changé ça, partie par partie. Il a fait comme un hôtel. Le bas là, il fait dormir les gens. Et les gens payent. Il a créé les parkings par chambre. C'est-à-dire que c'est comme un petit appartement. Où il y a même ton véhicule dedans. Le gars est là, il se fait de l'argent. C'est en pleine ville. Tu vas dire quoi? Ça, c'est le manque de vision. À l'Irakiri, c'est encore un grand de chez nous ici. Et là, je vais aller jusqu'à dire la langue parce que les deux sont les téqués. L'autre, il a abonné un grand terrain comme ça. Il n'a jamais associé sa famille. Il est mort. Les gens ont pris. C'est un de nos frères ici, un de nos pasteurs même Ondjani, qui connaissait bien le monsieur, mais que lui n'avait jamais présenté Ondjani sa famille. Mais Ondjani le connaissait. Et il a appelé tonton. C'est Ondjani qui est venu chasser les autres qui étaient sur le terrain. Il a même construit là, il a fait même son église sur le côté, sur le terrain. Il est là. Il dit même, le monsieur là, je l'ai vu ici. Je sais qu'il m'a parlé en langue. Je ne sais pas de quel village ni de la ville pour chercher même à retrouver ses parents pour qu'ils prennent le terrain qu'on est en train de prendre. À l'Irakiri, sur le bord de la route. Derrière une mosquée. C'est le manque de vision. Parfois, il a de l'argent. Un ami lui dit, on va le terrain là. Mais alors, c'est quoi? Oh, mais c'est bon. Le terrain, oui, bon, je le paye. Mais il ne vient pas parler à qui que ce soit. Il est surpris. Parce qu'il est mort. Les biens qu'il a eus n'appartiennent à personne. Le manque de vision nous crée des problèmes. Ça nous fait sortir du milieu. Le manque de vision nous amène à être rabaissés. Tu vas vivre au crochet des autres. Tu vas venir supplier les gens pour te donner l'argent pendant que tu as la force d'avoir plus que eux. Le manque de vision nous amène à être complexés. On se sous-estime. On pense que les autres sont mieux que eux. Et parfois, on se met à leur service dans le sens de venir demander le peu qu'ils peuvent nous donner. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, quand un peuple manque de vision, il est sans frein. C'est comme quelqu'un qui conduit le véhicule. Et au moment où il fait le stopper, eh bien, il n'y a pas de frein. Souvent, vous pouvez l'entendre crier à la bouche, « Quitte la route, il n'y a pas de frein !» Pourquoi? Parce qu'il est prêt à faire un dégât. Donc, le manque de vision crée quoi? Les dégâts.
des accidents. Le manque de vision tue, détruit une famille. Un jour, j'ai enseigné ici quand on parlait de couple. J'ai dit, la plupart des mariages se cassent parce que toi qui veux même marier la femme, tu n'as aucune vision. Tu dis, oh, ma soeur, je vais vivre avec toi, tu sois ma femme. La question qu'il faut lui poser, c'est tu as quelle vision de la vie? Non, bon, on va vivre, hein, ce que Dieu fera, va permettre, on fait. Non! Tu veux m'amener où? C'est pour... Bon, si on dit, bon, la femme te dit, mais chérie, est-ce que tu penses qu'on doit construire la maison? Bon, c'est même ça, hein. Il faut qu'on construise. Bon, mais là, bon, on va construire comme ma femme. Ah, mais si dans ta vision, donc, attends, tu n'as pas la maison, il n'y a pas la maison, il y a un problème. Donc, on va travailler toute la vie que pour cotiser pour l'argent des autres, c'est-à-dire locataire. On est membre de Coti. Non, non, c'est pas bon. La vision doit nous conduire à pouvoir investir, à se développer. Hein? Le manque de vision nous amène à sous-estimer nos dépenses et nos défis. Le manque de vision nous amène à sous-estimer nos dépenses et nos défis. C'est-à-dire, on calcule mal. On ne se projette pas. La fin du mois, on pense que on peut vivre tout le mois là avec 50 000. Et tu donnes la femme 50 000, et puis à la fin, tu dis, où est la nourriture? Elle te dit, mais c'est fini. Mais comment? Comment? L'argent que j'ai donné, il y a de cela. Mon frère, prends toi-même les 50 000 là, tu vas essayer de faire vivre tout le monde avec. Il m'arrive, je rentre dans le magasin à Potos, je sors 50 000. Tout est dans le sachet. 50 000, hein? Tout. Tout ce que j'ai payé avec 50 000, c'est dans le sachet. Et je ne suis pas capable de payer le taxi de 2 000 pour aller à Mingara. Je prends 500. Donc je m'assois dans un taxi, je dure. Et moi-même, j'ai dit la vie est difficile. Parce que normalement, si j'avais gardé mes 2 000, je prenais la course, je partais. Mais comment tu vas prendre 2 000 et puis tu vas prendre la course, partir quand tu sais qu'il manque le café? Quand toi-même tu sais qu'il manque le café que vous allez boire. Donc tu es obligé de prendre, par exemple, les sachets de café, les 10, les sachets, hein, tu mets. Et puis tu dis, ah, le taxi quand même, c'est chez nous, c'est 500. Donc les 500 là, je vais prendre le thé. Tu prends le thé. Tu vois, là au moins, on a 5 jours, petit déjeuner là. Là c'est parce que toi tu es venu, mais sinon quand c'est toi, on voit ta femme, tu es là. Quoi? Je t'ai donné l'argent, mais l'argent c'est comme appel là. Je t'ai donné l'argent hier, l'argent quand même. Ah. Tu ne peux pas planifier à habiller les enfants. Est-ce que tu as un planning? Tu renouvelles les vêtements de tes enfants combien de fois? La plupart d'entre nous là, on ne connaît même pas ce qu'on appelle renouveler les vêtements. Eh non? On fait comme ça, c'est la grâce du Seigneur qu'on a quelques pantalons hauts. Sinon, c'est un pilotage à faire. Vous allez en Europe, on va vous dire les habits s'échangent par saison. Quand on dit l'automne, vous enlevez tout ce qui était là, vous mettez à côté. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a toujours les sacs de Moutouki qui viennent vers nous les pauvres. Parce que on enlève la saison là, on enlève. Et même ce qu'on vendait au magasin, on met ça en solde. On met d'autres. Et il y a les assurances qui soutiennent ce que tu n'as pas vendu. Mais nous ici, le même vêtement de l'été, c'est le même qui trouvera l'été prochain. Et ça, c'est le qu'on roule au nez debout. Saison sèche, nous c'est les saisons sèches ou saison de pluie. Vous voyez, même nos saisons sont même les autres disent été, nous c'est saison sèche. Et saison de pluie. Pour nous, c'est chaud. On essaie de trouver quelques vêtements de froid en saison sèche. Parce que là, il y a la fraîcheur. Hein? Alors, je vais terminer en disant, Dieu nous attend à être dans les sommets. Dieu nous attend à sortir de la mêlée.
Dieu nous attend à regarder les choses plus haut. Mais pour ça, nous serons mal jugés, mal compris, mais acclamés à la fin. Mal compris, mal jugés, mais acclamés à la fin. Quel honneur de voir ton fils laver les bus, les voitures, aller planter, faire un jardin, ton fils. Et parfois, tu peux avoir honte de présenter cet enfant à tes amis parce qu'il n'est pas docteur, parce qu'il n'est pas médecin, hein, on est d'accord? Ton fils là n'est pas ingénieur dans une société. Tu ne peux pas dire mon fils est officier à l'armée. Pourquoi? Parce que ton fils il fait les jardins. Ton fils lave les voitures. Mais à la fin, dans 10 ans, tu vas voir qui aura une voiture parmi tes fils. C'est pourquoi c'est la plupart des fils négligés dans les familles qui deviennent des personnes qui sont les centres de la famille. Parce qu'en fait, ce qui rend riche a été laissé par ceux qui aspirent à la richesse. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ce n'est pas une citation de quelqu'un, c'est ma citation. Ce qui rend riche a été laissé par les gens qui aspirent à la richesse. C'est-à-dire ceux qui veulent devenir riches là, ils ont laissé ce qui rend riche. Ils sont allés ramasser autre chose qui ne rend pas riche. La politique n'enrichit pas si tu n'es pas un voleur. Ça n'enrichit pas. Parce que la politique, c'est être au service du prochain. Ça n'enrichit pas. Tu veux enrichir, fais-nous manger. Tous les jours, les gens mangent. Fais-nous manger. La preuve, nos pères, nos mères, quel que soit le nombre d'enfants qu'on avait, dites-moi, quelle est la famille, quelle est notre maman, quel est notre papa qui a échoué en nous faisant manger, habiller et dormir? Pourquoi nous avons aujourd'hui autant de difficultés plus que eux? Regardez, la plupart de votre argent est dépensé pour le manger et le boire. Mais vos mamans avaient tout ça gratuitement. Gratuitement, n'est-ce pas? Ils avaient les champs. Au fruit de leurs efforts, ils amenaient la nourriture, vous mangez. Ils vendaient un peu, ils vous habillaient. Mais aujourd'hui, vous avez changé le mode de vie. Vous voulez tout acheter. Et ça devient plus cher. Et vous dites vous-même, la vie est devenue chère. Comment quelqu'un qui a une petite forêt derrière la maison peut crier à la vie chère? Comment? Laissez-moi finir par cette parenthèse. Je sais que tout le monde peut me dire que Ali était mauvais, on a vu tout. Mais il a dit aux Gabonais, tourne un peu, remue ta hache. Hein? Ta pioche, ta pelle. Personne ne l'a fait. Aussi longtemps que nous ne nous asseyons pas pour nous projeter dans l'avenir, nous n'allons pas anticiper l'avenir. Elle nous viendra comme un voleur et nous serons fauchés. Le mauvais jour va nous atteindre là où nous sommes assis. Bien aimé, le paresseux a des projets, mais pas les moindres. Le paresseux a des projets. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de projets que le paresseux. Mais il meurt de faim. Si tu ne veux pas te salir, tu ne mangeras pas. Si tu ne veux pas aller affronter le rire des autres, tu ne seras jamais enrichi. Parfois, pour être riche, il faut traverser le rire. Parce que la richesse est l'autre côté du rire et de moquerie. Imaginez mon fils Warren, après tant d'années d'université, il va s'asseoir pour superviser son champ de pastèques, de tomates. Quand il aurait même demandé la main à une soeur, celle-là va lui dire non, je ne prends pas le planteur là. Mais 10 ans après, quand il va voir que les magasins
les maisons, les voitures qu'il voit passer dans la ville sont pour Warren. C'est là qu'il va commencer à prier, Seigneur, donne-moi le riche. Mais les riches que vous voyez là, ils ne sont pas des riches. Tu pries pour que Dieu te donne un homme riche, que Dieu te donne une femme riche. Or, c'est la vision qui va t'amener à cet homme. Parce que cet homme-là, c'est celui que tu vois là. Cette femme-là, c'est celle que tu vois. J'aime bien une jeune dame béninoise qui, après ses études d'université, s'est mise dans la culture du manioc. Fabrique de gari. Il vend le manioc dans toutes les formes. Et elle est multimilliardaire aujourd'hui. C'est une jeune, très jeune. Je dis une jeune femme. Je ne sais même pas si elle s'est mariée. Je la donne ça parce que je la respecte. Elle ne s'est pas dit, j'ai appris, j'étais dans les universités, j'étais à Cotonou, moi. Mais elle est revenue dans son village. Elle plante le manioc. Elle a acheté quelques appareils qui traitent le manioc. Je soutiens une de nos filles ici. J'ai une des filles ici que je soutiens. Je prie tout le temps pour elle. Parce qu'elle est en train d'acheter ses appareils pour monter son entreprise. Et pourtant, elle travaille, mais elle a dit que je vais démissionner pour commencer mon propre entreprise. Et elle est en train d'acheter les appareils. C'est stocké chez moi. Mais chez moi, vous avez vu qu'il y a des caisses là que je ne bouge pas. C'est les appareils de quelqu'un. Je dis, je te soutiens. Les appareils sont là. Mais il y a un autre appareil que Dieu nous a donné. C'est les bras. C'est les pieds. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons voulu simplement parler de la vision aujourd'hui.